Oui, Madame la Présidente, merci. Vous avez donc décidé de poursuivre le processus de mise en concurrence du réseau TER, une formule qui cache en fait votre volonté de privatiser le service public. Vous l'avez d'ailleurs dit ce matin. Vous croyez aux vertus du marché, je vous cite, pour assurer un service public. Alors cela ne vous surprendra pas que je réaffirme l'opposition de mon groupe à cette démarche. Nous l'avions déjà exprimé dans le précédent mandat et je dois vous dire que le rapport présenté lors de cette session nous conforte. Je veux, Madame la Présidente, mes chers collègues, vous dire, de façon apaisée, pourquoi, à nos yeux, la décision qui nous est proposée n'est ni juste, ni véritablement éclairée. Car s'il y a bien un enseignement que l'on peut tirer de la crise Covid, c'est le rôle déterminant du service public. C'est grâce à lui, pour une part, que notre pays a tenu. Et le service public ferroviaire, puisque c'est de lui dont on parle, a lui-même été particulièrement utile pour transférer des malades, pour permettre aux salariés en première ligne d'aller travailler. Or, vous faites ici, Madame la Présidente, avec votre majorité, le choix politique d'accélérer un calendrier de mise en concurrence qui pouvait attendre 2033. Il suffisait de renouveler pour 10 ans la convention avec la SNCF, en l'adaptant si nécessaire. Et donc, ce qui sous-tend votre choix, qui est en fait, mais c'est votre droit, un choix idéologique, c'est l'idée négative que vous vous faites de la SNCF, de ses agents et du service public ferroviaire. À ce propos, les propos, pour me répéter, de Roch Brancourt, ce matin, étaient très clairs quand il a employé deux expressions dans son intervention. Défense du statu quo catégoriel, ça donne une idée de comment vous percevez les agents de la SNCF, et puis une autre qui n'est pas de vous, j'en conviens, mais que vous avez employée, celle de sac à dos social. Comme si la question sociale était une charge lourde à porter. Alors oui, nos visions de la société s'opposent. C'est en ce sens que je considère que cette décision, que nous considérons que cette décision n'est pas juste. Roch Brancourt me dira aussi que vous n'avez pas le choix. Il me l'a déjà dit. Qu'en 2033, ceci s'imposera à la région et qu'il vaut mieux expérimenter sur une partie du territoire ligérien avant de mettre en concurrence l'ensemble du réseau. Alors cela laisse quand même un doute dans la confiance que vous avez vous-même dans votre démarche. Et d'ailleurs, je comprends votre doute. Il n'est qu'à regarder l'actualité récente. En Allemagne, Abellio, groupe privé, a fait faillite et a abandonné le contrat qu'il avait avec 4 régions. Au Royaume-Uni, la qualité de service s'est effondrée et les prix ont fortement augmenté. D'ailleurs, Boris Johnson, qui me semble plus proche des convictions politiques de votre majorité que des miennes, vient d'annoncer une renationalisation de certaines lignes. Non, disait Madame Sultani, que je vais citer pour une fois, ce n'est pas dans l'urgence que l'on prend les bonnes décisions. Et au bout du compte, je crains que les régions qui auront eu raison soient celles qui prennent justement le temps nécessaire plutôt que cette mise en concurrence à marche forcée. Oui, je sais, Roch Brancourt, que vous n'aimez pas cette expression, vous me l'avez dit, à marche forcée. Mais je l'emploie parce que, au-delà du principe, la décision que vous nous proposez n'est ni juste, je l'ai dit, ni véritablement éclairée. Nous ne disposons pas, vous ne disposez pas, de l'ensemble des informations suffisantes à la hauteur de l'enjeu. Parlons d'abord des conséquences pour les usagers. La région construit de fait un système inextricable pour les usagers. En gare de Nantes, en 2030, il y aura un guichet pour aller à Clisson, un autre pour aller à Laval, un autre pour aller à Paris. Alors vous nous répondez que non, que les opérateurs passeront des conventions entre eux, mais nous n'avons aucune garantie, aucune certitude. Autre exemple, le risque de perte d'interlocuteur en cas de rupture de charge. Vous voyez, si vous prenez un train de la compagnie A avec une correspondance pour un train de la compagnie B, correspondance. Jusqu'à maintenant, SNCF Mobilité doit tout faire pour vous trouver une solution, taxi, train suivant, ou même vous rembourser. Mais dans le futur, à qui incombera cette responsabilité? Là encore, pas de réponse précise. On verra, il y aura des conventions. En fait, de simplification dont vous parlez beaucoup, nous entrons, je le crains, dans une ère de complexité juridique, financière, dont les usagers risquent de faire les frais. Alors votre argument principal pour cette privatisation, c'est la réduction des coûts pour la région. Et là aussi, nous demandons à voir. Rien ne le démontre au-delà de votre affirmation. Moi, à ce stade, je vois surtout des coûts supplémentaires, comme celui considérable pour la création de l'atelier de maintenance dans le Sud-Loire, dont rien ne permet de prouver qu'il était nécessaire, pas même la hausse de la fréquentation. On peut même penser que certains investissements effectués au Grand Blotreau, qui ont été faits, financés par la région, pour notamment accueillir les rames Régiolis, vont devenir sous-utilisés. Toujours sur ce sujet des économies espérées. Vous avez signé une convention avec la SNCF Mobilité pour exploiter le réseau jusqu'en 2023.
À l'article 45 de cette convention, il est noté que SNCF Mobilité vous fournit un rapport annuel. Rapport qui doit contenir des informations financières du délégataire. Nous avons un peu insisté pour recevoir ce rapport. Bon, on l'a finalement reçu. Mais comme il y a un certain nombre d'informations cachées, parce qu'elles sont, semble-t-il, confidentielles, cela n'aide pas à nous éclairer. Mais pourtant, sur cette question financière, le gouvernement lui-même s'est bien vite rendu compte qu'il était difficile pour les entreprises de candidater sans savoir le coût exact d'exploitation de chaque ligne. Information, entre parenthèses, qui serait utile pas seulement pour candidater, mais le cas échéant pour les élus pour décider. Et le gouvernement a apporté une réponse avec un décret en août 2019 qui autorise les autorités organismes de transport à se voir communiquer ce genre d'informations et notamment le droit de demander la comptabilité analytique par ligne. C'est une information dont nous ne disposons pas. D'ailleurs, vous nous avez dit, M. Broncourt, en commission, que la SNCF n'est pas encore en situation technique de fournir ce type d'information. Mais alors, du coup, une nouvelle fois, sans cette information absolument essentielle pour comparer les coûts, pourquoi se précipiter à une mise en concurrence? Et comment affirmer que la région fera des économies? Voilà, notre débat et la décision que vous nous proposez ne repose pas sur une évaluation sérieuse, transparente, partagée des coûts d'exploitation actuels. Madame la Présidente, le train est un secteur stratégique pour notre économie, pour notre industrie, dans la lutte aussi contre le réchauffement climatique. Il est, le train, une des réponses aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Réponse écologique, sociale, réponse aussi pour l'équilibre des territoires. Le train, c'est l'assurance pour beaucoup d'habitants de pouvoir se déplacer, pour se soigner, pour travailler, pour les loisirs, tout simplement pour vivre. Et c'est aussi une part de l'assurance pour les générations futures de pouvoir vivre dans un monde moins carboné. En un mot, c'est un secteur essentiel qui contribue à un avenir meilleur. Et vous décidez, au fond, de le fragiliser. Alors, pour conclure sur ce rapport, le groupe Printemps des Pays de la Loire conteste l'intérêt économique de votre démarche, regrette l'absence d'informations suffisantes et transparentes, s'inquiète des conséquences de vos choix pour les usagers, pour les salariés et pour la collectivité. Et notre inquiétude redouble quand on voit que vous refusez aussi de renforcer la présence de contrôleurs, la réouverture de guichets dans les gares. Tout cela rejoint aussi une politique des transports scolaires et interurbains assez éloignée de l'urgence, je sais qu'il ne faut pas employer ce mot, mais de l'urgence sociale et écologique. Vous le savez, nous proposons une tarification sociale et solidaire que vous refusez. Comme vous avez ce matin ignoré la proposition de Guillaume Garot, le remboursement pour les familles boursières de l'abonnement annuel au transport scolaire. Donc oui, nous sommes inquiets, nous le disons, nous vous alertons aujourd'hui, nous prenons date et nous voterons évidemment contre le rapport 104 comme le rapport contre le rapport 533 sur les transports scolaires. Je vous remercie.